ce soir, on va discuter de l'action collective. Et ce sujet nous tenait vraiment à cœur parce qu'en tant que chrétiens, on est convaincus que nous sommes appelés à être des vecteurs de changement dans nos communautés locales. C'est pour ça que l'action collective, on voulait vraiment faire ce webinaire sur ce sujet. Parce que l'action collective pour préserver le vivant est aussi un reflet en fait, de notre engagement envers Dieu, les autres et la création au sens large. Ça fait partie le sang pour la création. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de montrer comment on peut faire des projets qui sont plus ou moins ambitieux, même sans groupes locaux. Parce que certains d'entre vous sont assez actifs avec les groupes locaux, mais il y a des régions où vous êtes moins nombreux et où c'est plus compliqué, du coup, de vraiment former un groupe. Et du coup, on voulait discuter de comment faire, comment commencer des initiatives, des actions locales, comment trouver l'inspiration pour agir collectivement, comment démarrer le projet, tout ça. Et aussi, une fois la dynamique lancée, discuter un petit peu de comment poursuivre l'élan et maintenir la dynamique. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on voulait vraiment s'appuyer sur l'expérience collective, puisque vous êtes nombreux à agir sur le terrain, on voulait s'appuyer sur votre expérience à tous pour ça. Et donc, les différents ambassadeurs d'Arusha vont témoigner ce soir des actions qu'ils ont mis en place à leur propre échelle locale. Et pour ça, d'abord, on va commencer avec Rachel Calvert, qui est notre présidente, qui va d'abord commencer avec une réflexion biblique sur le thème de Ésaïe. Donc, petite réflexion à partir du livre du prophète Ésaïe, avant l'action. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est utile pour nous en tant que chrétiens avant l'action? Et je vous propose une lecture dans Ésaïe 49, versets 1 à 6. Donc, juste petit rappel, chapitre 49 à 55 du livre d'Ésaïe aborde l'œuvre rédemptrice du serviteur. Ce serviteur qui est parfois identifié avec le peuple de Dieu dans son ensemble, avec Israël, parfois identifié plus clairement avec le roi choisi par Dieu, avec le Messie. Et parfois peut faire référence au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance aussi, ou au moins avoir des applications pour le peuple de Dieu que nous sommes en tant que l'Église. Donc, je lis chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatiguée. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour que Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. On voit plusieurs choses dans ce passage par rapport aux serviteurs de l'Éternel. D'abord, qu'il est choisi dans le premier verset. Dès avant sa naissance, dès le ventre de sa mère. Il est choisi pour avoir un rôle public, un rayonnement international même, au-delà des frontières d'Israël.
et sa parole sera une parole tranchante. On peut penser à la vision de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On voit aussi que le serviteur est préparé d'une manière toute particulière par le Seigneur. Et le prophète le compare à une flèche. La hampe de la flèche a besoin d'être lissée pour que la flèche ne dévie pas dans son vol. Et cette flèche, ce serviteur est caché dans le carquois de Dieu. Il est sous la main du Seigneur. Et le Seigneur le réserve pour la cible spécifique qu'il veut atteindre. Mais d'abord, pendant un certain temps, il est caché. Et pour Jésus, on peut penser à l'incarnation, le fait qu'il a été caché dans le ventre de sa mère, mais aussi le fait qu'il y avait ces 30 années de préparation, d'anonymat, d'apprentissage, loin des projecteurs, où Dieu l'a préparé en fait pour son ministère public et pour l'action. Et le serviteur va être vraiment une arme entre les mains de Dieu. On parle de l'épée ici dans ce passage pour le combat de proximité et la flèche pour aller moins loin. Vous vous souvenez comment Paul parle du fait que nous ne combattons pas de façon purement humaine, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Et on voit ici dans ce passage de Ésaïe comment le serviteur choisi par Dieu est une arme entre les mains de l'Éternel pour renverser tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et pour annoncer la parole et la vérité de Dieu. Mais on voit aussi dans ce passage que le serviteur est éprouvé, testé. Il a connu la frustration. Si vous regardez le verset 4, il parle vraiment des paroles de découragement. C'est pour rien que je me suis fatiguée. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Et peut-être que nous avons du mal à imaginer de telles paroles dans la bouche du Messie. Mais effectivement, Jésus, dans son ministère humain, a connu l'opposition, il a été rejeté, mal compris, il a pleuré sur Jérusalem. Il a été parfois abattu et je pense on peut dire même profondément découragé. On voit dans ce passage la pleine humanité du Messie. Et quelle est sa réponse à ce sentiment de déréliction? Sa réponse, c'est de se tourner vers Dieu, de dire mon droit est auprès de l'Éternel. Le Seigneur fera justice. Alors, ces chants du serviteur, ces cantiques du serviteur dans le livre d'Ésaïe expriment la mission unique du Messie, sa mission rédemptrice. À la croix, Jésus a vaincu une fois pour tous les forces du péché et du mal qui abîment sa création, qui séparent les hommes et les femmes de lui. Mais en attendant la pleine manifestation de cette victoire à son retour, l'Église, son corps, continue aujourd'hui à être porteur de sa mission de réconciliation, proclamant Christ, agissant en conformité avec sa volonté, y compris auprès de sa création en souffrance. Jésus, en tant que serviteur, il est notre sauveur, mais il est aussi notre modèle. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime de dire qu'il y a des choses pour nous aussi dans ce portrait du serviteur. Pour nous aussi, comme pour le serviteur, avant l'action vient la préparation. Parce que souvent, Dieu a besoin de travailler notre être intérieur. Il a besoin de travailler notre caractère avant qu'on rentre dans l'action, avant qu'on soit des instruments, des armes entre ses mains.
Jésus était déjà saint. Bien sûr, il n'y avait rien de tordu à corriger en Jésus. Ses désirs étaient en harmonie avec la volonté de son Père. Et néanmoins, même lui, il avait besoin de ce temps de préparation. Donc, combien plus nous avons besoin de laisser Dieu nous travailler. Parfois dans la retraite et le silence, parfois simplement à travers les frustrations et les limitations de notre quotidien, pour qu'il puisse produire en nous les fruits de l'esprit, pour qu'il puisse nous aider à nous enraciner dans notre véritable identité en lui. Et soyons prêts à commencer petit aussi, à travailler dans l'anonymat, à faire des choses peut-être qui ne sont pas très glorieuses. Parfois, on a besoin d'attendre à ce que le moment soit mûr avant de se lancer dans de grandes aventures. Il y a des périodes dans nos vies quand nous avons du mal à discerner à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire avant d'être parfait ou presque parfait? Je ne pense pas, hein? Mais parfois, il faut qu'on accepte le fait que certaines de nos actions vont rester plutôt confidentielles. Elles ne vont pas avoir l'impact dont on a rêvé. Et c'est vrai que Dieu, il voit les choses en grand. Nous, souvent, on aimerait faire les grandes choses. Et Dieu, sa mission est cosmique. Il voit les choses en grand. Et sa mission ne peut pas échouer. Si on avait le temps de lire un peu plus loin dans le chapitre, on verra dans le verset 13 comment toute la création va être entraînée dans la célébration de ce que Dieu fait pour libérer son peuple et les restaurer. Donc, la mission de Dieu est cosmique, mais notre part dans cette mission peut être petite ou grande, modeste ou plutôt glorieux. Ce n'est pas forcément pour nous de choisir. Et puis, rappelons-nous que ce n'est pas nos actions collectives ou individuelles qui fondent notre identité. Peut-être nos actions connaîtront un grand succès, peut-être qu'elles resteront confidentielles. Les résultats appartiennent à Dieu. Donc, soyons consciencieux pour évaluer notre travail, pour améliorer notre approche, pour rendre nos actions plus pertinentes et pour faire mieux la prochaine fois. Mais sachant que nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, ce n'est pas forcément nos critères avec nos critères que Dieu mesure le succès de nos actions en faveur de la création ou dans n'importe quel domaine. Voilà, quelques pensées à partir de Ésaïe 49 et je repasse la parole à Sarah. Merci Rachel pour ce partage. En tout cas, ça m'a bien touchée. Je vais maintenant inviter Pierre Ekel à prendre la parole. Pierre qui est ambassadeur en Alsace, qui va nous parler du projet Big Vert. Merci Sarah, merci à tous pour votre présence. Donc voilà, je suis en Alsace à Illkirch-Grafenstaden et je suis dans une paroisse protestante luthérienne depuis maintenant pratiquement 40 ans sur Illkirch. Et puis, alors on va dire, sur un plan personnel, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est ornithologie et autres papillons et orchidées sauvages. Et dans mon église, j'ai toujours pu partager quelque part, où j'avais à cœur de partager cette passion pour la nature. Et il se trouve que dans notre paroisse, il y a aussi le fondateur de Psalmodia Gagnière, que certains d'entre vous connaissent certainement, ce camp chrétien qui a lieu tous les étés dans les Cévennes, Jean-Paul Lerman. Et avec lui, nous avons eu, juste avant le Covid, l'idée de lancer un plan entre les 5 communautés chrétiennes d'Illkirch, Grafenstaden, et on l'a intitulé Big Vert, Bouge, Illkirch, Grafenstaden versus écologie.
Alors, ce n'est pas un nouveau parti politique, comme certains auraient pu le croire dans notre petite ville, lorsque nous avons distribué des tracts, parce qu'ils ont demandé où était Yannick Jadot. J'ai dit, il n'est pas avec nous, du moins pas pour le moment. Et donc, je vais vous projeter quelques slides, partager quelques slides pour vous illustrer un tout petit peu comment on a procédé et comment on s'y est pris, on va dire. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Est-ce que tout le monde voit donc ce petit slide-là que je projette? Alors, l'objectif, c'était donc de se mettre en route avec, à l'époque, la municipalité pour s'associer à leurs initiatives et mettre en place des plans d'action. Mais des plans d'action, je dirais, à la lumière de la Bible, parce que nous étions toutes les 5 communautés chrétiennes, donc protestants, catholiques, ménonites et baptistes, nous avions ce souhait de partager aussi notre foi. Et donc, nous avons commencé par, en 2019, on a été retardé par le Covid et nous avons donc pu lancer officiellement cette première année autour de ces sujets d'écologie et de foi en 2022. Et nous avions réussi cette année-là, c'était donc l'année passée, à faire 7 mois, avec tous les mois une conférence. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. On a associé à cela des expositions photos, aussi bien intérieures que extérieures, des ateliers pour les enfants, un spectacle dans une grande salle à l'Iliade. Au début, le verre était dans la pomme. Et des initiations au niveau d'ateliers tout pratiques, entre autres 2 journées de formation d'ateliers permaculture et une table ronde de défis écologiques. Alors, nous nous étions associés donc à la ville. On a fait cette démarche pour leur demander l'autorisation d'utiliser leur logo. Et on était tout fraîchement aussi, je dirais, labellisé Église verte. Donc, on a aussi collaboré avec la structure Église verte. Et il se trouve, alors là, on ne sait pas trop quelle était la genèse de ce projet, il se trouve que la ville d'Illkirch-Gravenstaden a pondu en même temps une charte verte pour la ville. Alors les uns ont dit, oh mais attendez, c'était les associations, enfin les églises chrétiennes qui ont pondu ça, d'autres disaient, non, non, c'est nous, la municipalité, enfin bref. Mais c'était intéressant parce qu'au moins ça suscitait le débat. Et donc ces 7 mois, donc avec tous les mois une conférence, se sont déroulés avec pas mal d'intérêt de la part de beaucoup de gens et l'idée était justement de toucher des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans les églises, de participer le dimanche aux différentes cérémonies. Et c'était vraiment très, très enrichissant parce qu'on a réussi à contacter des gens qui étaient sensibles à cette problématique de la biodiversité et de la préservation et qui ont ouvert leur cœur aussi à cette notion de la parole de Dieu et cette notion de foi que nous voulions témoigner et communiquer. Et donc, nous avons remis un nouveau projet en route pour cette année et on l'appelait Big Vert saison 2. Mais là, on s'est dit, on ne va pas pouvoir le faire encore une fois sur 7 mois, mais on va le faire sur toute une semaine, avec tous les soirs donc d'autres ateliers, fresques du climat, on avait UFC Que Choisir, on avait une conférence sur l'eau de Julien Labette, d'ailleurs, qui est ambassadeur du côté et qui est du côté de Mulhouse. On avait un film très intéressant qui a passé sur Arte, Le fleuve invisible, trésor de la plaine du Rhin. J'avais fait une conférence sur Arusha et puis on avait d'autres ateliers tout pratiques. Là aussi, ça a mobilisé beaucoup de gens, ça nous a permis d'avoir vraiment des échanges très profonds avec des gens qu'on n'aurait pas forcément croisés dans nos paroisses, je pense. Alors, cette équipe qui a organisé tout ça, on est une quinzaine de personnes. On a appelé ça un collectif
les chrétiens d'Illkirch-Grafenstaden. On n'a pas forcément créé une association, mais on s'est appuyé juridiquement sur l'association Psalmodia pour tous les aspects, je dirais, oui, juridiques et tous les aspects de dossiers, de facturation et tout cela. Donc, on avait quand même une assise juridique pour faire tout ça. Et donc, je vous montre encore quelques photos de ce que nous avons pu faire avant d'aborder un peu le prochain volet qui est le volet Arocha. Dans notre paroisse, le pasteur Amaury Chara, qui est très sensible, je dirais, à tout ce qui est biodiversité et à tout ce qui est la sauvegarde et la préservation de nos terreaux, de notre terre. Il a lancé aussi avec Église verte le sujet de pollen d'église verte avec des enfants. Et à ce sujet, ils ont d'ailleurs fait un superbe clip vidéo sur ce que les enfants font. Je vais vous montrer un autre slide pour vous montrer un peu les réalisations. Alors, ce qu'on a présenté souvent aux gens, ce sont des photos. Bon, je suis moi-même photographe, et donc on a un autre ami qui est un très bon photographe au niveau des abeilles sauvages, une des photos que vous voyez là. Et on a essayé de parcourir un peu notre banc communal et la photo de droite vous montre bien ce qu'on a souvent croisé. Les deux photos en dessous, vous voyez toute une équipe avec le fanion ou du moins les gilets église verte. On a participé à une séance de nettoyage de printemps, ce qui se fait dans beaucoup de villes et de villages maintenant. Et la photo en bas à gauche, vous voyez la réalisation de notre jardin permaculture. C'est dans le jardin du presbytère. On a fait 2 journées de travail. Et là aussi, c'est une équipe de 15 personnes qui s'est retrouvée, pas forcément des paroissiens, hein, encore une fois, mais des gens qui sont venus de gauche et de droite, des voisins. Et à l'issue de ces 2 journées de formation permaculture, on a même lancé une petite équipe qui s'appelle maintenant Jardin et Partage, et où nous allons dans le voisinage, dans un rayon de 500 mètres, chez les différentes personnes, et souvent des personnes âgées, pour proposer l'entretien de leur jardin et voilà, pour leur proposer un certain nombre d'actions collectives. Donc on voit que à partir d'une initiative, on va dire, où on ne savait pas trop où on allait mettre les pieds, on commençait à germer des vecteurs et des secteurs d'activité tout à fait intéressants. Maintenant, le tout, eh bien, c'est de garder comment dirais-je, une passion pour cela et de faire tourner tout cela, mais aussi de se retrouver avec des moments bien précis pour partager la foi, pour partager oui, alors je saute tout de suite à ce slide-là, parce que dans le cadre de nos activités avec les 5 communautés, on a aussi fait des études bibliques. Et donc, je reviens juste en arrière pour vous montrer un autre petit document qui a été mis en place par le pasteur, justement, Amaury, avec les enfants. On a mis en place une pépinière, c'est-à-dire que chaque enfant qui vient célébrer son catéchisme aura, à la fin des 2 années de catéchèse, il aura un arbre. Au début, il le plante, il y a son nom qui est sur le pot, et quand il quitte la fête de catéchisme, il aura cet arbre qu'il pourra emmener soit chez lui au balcon ou dans un jardin. Les jeunes ont aussi mis en place une sapinière. L'idée, c'est de planter des petits sapins. Et d'ici, on va dire, les premiers seront prêts d'ici 2 ans, quand même, encore un peu, 2025, pour les emmener chez les personnes âgées et leur proposer de décorer un sapin vivant à Noël. On le ramène, on va dire, mi-décembre, et on le récupère tout début janvier. Et l'année d'après, il sera de nouveau prêt, il aura poussé de quelques centimètres. Voilà. Et donc, ainsi, il y a 50 sapins qui sont en gestation dans cette petite sapinière, toujours à l'ombre du clocher de notre paroisse. Et il y a une paroissienne qui nous a prêté une serre, ça c'est la petite photo en bas, et les enfants, et les ados d'ailleurs aussi, au printemps, mettent des graines en terre, et ensuite tous ces jeunes plants de légumes divers et variés, fleurs aussi, eh bien, vont venir
vont venir enrichir l'espace du jardin du presbytère et donc le jardin permaculture, si on veut dire, enfin le potager. Et on partage aussi ces plans avec les personnes qui habitent autour. Voilà. Et donc, je dirais pour terminer, puisqu'il y a aussi une petite partie de questions, eh bien, comme je suis ambassadeur depuis peu, on va dire, ça va faire un an en fin d'année, nous avons lancé cette année donc une soirée spéciale autour de cette association Arusha pour présenter donc ce projet-là. Et là, vous voyez une représentation de l'équipe avec Nadège qui a rejoint aussi Arusha en tant que travail à plein temps. Hein. Et nous avons donc lancé à l'occasion de cette soirée l'idée de créer un groupe local sur Strasbourg. Alors, je ne sais pas si tout le monde va venir là, si les personnes qui sont sur cette photo, mais je table au moins sur la moitié. Et donc, je pense qu'il y a moyen de démarrer quelque chose de tout à fait sympa sur 2024 et 2025 autour de Arusha. Parce que, et c'est ce que Rachel disait tout à l'heure, il faut que Dieu nous montre aussi quelles sont les cibles, les vraies cibles. Et là, avec les 2 années de Big Vert, on s'est rendu compte aussi qu'on ne pourra jamais traiter tous les secteurs qu'on aurait envie de voir grandir à la fois. Et puis personnellement, je reste un interlocuteur Église verte, mais je suis très engagé dans la paroisse aussi au niveau de la musique. Mais personnellement, j'ai vraiment envie de favoriser aussi, de par ma passion pour l'ornithologie et tout ce qui est la biodiversité, de favoriser mon action au niveau de Arusha. Voilà, alors la semaine prochaine, nous avons pour conclure une réunion de synthèse de notre Big Vert saison 2, et avec donc les 5 responsables de communauté, et puis d'autres bénévoles, et on verra ce que va nous apporter cette réunion de synthèse, et surtout quels sont les projets qu'on va privilégier pour 2024. Merci Pierre. Alors, juste pour info, c'est vrai que j'ai oublié de préciser au début, n'hésitez pas à mettre dans le chat les questions, si vous avez des questions, parce qu'après chaque intervenant, nous aurons quelques minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Et donc, la première question que nous avons, c'est de Philippe qui demande qui étaient les conférenciers et quels étaient les thèmes. Ah, excellent. Alors, il y avait, je les prends dans l'ordre. Alors, cette année, ça, je l'avais. Attendez, je reviens un peu en arrière. Alors, pour cette année, nous avions un atelier fresque du climat. Alors, ça, c'est Amandine Pitaluga, mais je pense que c'est une intervenante régionale. Hein. Nous avions UFC Que Choisir. Donc, ça, c'était vraiment ouvert à tout public. Et ça, c'était une équipe de UFC Que Choisir sur l'Alsace. La conférence sur l'eau, c'était Julien Labette. Conférence sur l'eau qui nous a d'ailleurs présenté, il me semble, au printemps, dans un webinaire. Johanna, tu me corriges si je dis peut-être une bêtise, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Le fleuve invisible, alors ça c'est un monsieur qui enseigne au niveau de l'Université de Strasbourg sur toutes les problématiques, je dirais, de l'eau aussi, dans le bassin rhénan. Et puis la conférence à Arusha, je m'y suis collé. Voilà. Alors pour l'année dernière, l'année passée, on avait Martin Kopp qui est venu nous faire une soirée. Donc, et moi, qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'écologie? Nous avions Jean-François Mouot qui est venu nous parler de foi et d'écologie. Nous avions aussi un ingénieur qui était spécialisé dans la réflexion des villes, comment on devrait concevoir aujourd'hui les villes pour justement essayer de résoudre certains problèmes de réchauffement climatique et d'émissions de CO2 et tout ça. On avait Michel Roche, qui est un spécialiste des abeilles sauvages, qui nous a fait une superbe conférence. Donc, c'est un ami à moi, régional, mais qui publie beaucoup de photos dans une agence qui s'appelle Bios Photographie, et puis qui est vraiment spécialisée sur tout ce qui est pollinisateur et surtout les abeilles sauvages. Voilà, entre autres. Hein.
Merci. Ensuite, la prochaine question nous vient de Dikier, qui demande: avez-vous pu faire des études bibliques avec les personnes qui, à la base, étaient venues pour les projets Jardin et Partage? Tout à fait. Alors, nous avons vécu vraiment des choses très intéressantes. Je donnerai juste un exemple parce que quand nous avons lancé l'opération, par exemple, nettoyage de printemps, il y a plusieurs personnes qui se sont jointes à nous, qui ont été convoquées par la municipalité, qui se posaient pas de questions plus que ça. Et quand nous avons dit que nous étions engagés dans nos églises respectives, on les a invités à ces études bibliques et plusieurs personnes, je peux bien parler d'une dizaine de personnes, pas à chaque soirée, mais sur l'ensemble des 5 études bibliques, sont venues nous rejoindre et ont partagé. Et aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui vraiment, je dirais, sont sur un point de vraiment reconsidérer aussi leur foi par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Et donc, c'était tout à fait intéressant de pouvoir partager. Et ce qui est venu, enfin, moi, par nature, on n'est pas, voilà, on n'est pas forcément des vaille-que-vaille pour aller prêcher la bonne nouvelle sur les places du marché, encore que ça pose des fois des problèmes. Mais beaucoup de gens sont quand même à l'écoute et sont en recherche de quelque chose, surtout aussi peut-être par les temps qui courent. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir leur témoigner de notre foi. Merci. Cathy demande: le fait d'avoir des activités tous les soirs, est-ce que vous avez eu du monde ou est-ce que ça a diminué un petit peu l'assistance? Alors, on s'était posé la même question. Alors, l'atelier Fraises du climat, de toute façon, on était limité à l'animatrice ne voulait que, elle a dit que ce serait limité à 15 personnes, sinon elle aurait fallu rajouter un deuxième animateur. L'UFC Que Choisir, on était une trentaine de personnes. La conférence sur l'eau à l'église ménonite, pareil, on était même plus, une quarantaine de personnes. Le fleuve invisible, nous étions plus de 100 personnes. Et la conférence à Rocha, on était pareil, une quarantaine de personnes. Donc, je dirais globalement, on ne s'attendait pas forcément toujours à autant de monde, finalement, il faut le dire. Et l'année dernière, quand on a montré le spectacle, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu ou entendu parler, au commencement, le verre était dans la pomme, donc un couple d'une paroisse catholique de Lyon, qui sont des comédiens professionnels, il y avait dans la grande salle de spectacle de l'Iliade 400 personnes. Et c'était tout juste après le Covid. Et là, il y avait aussi des représentants de la municipalité, il y avait comment dire, il y avait aussi la presse qui était là. Donc, ça a vraiment eu un très bon écho. Alors, certes, cette année, 5 soirs de suite, c'est ambitieux, mais on a préféré concentrer ça sur une semaine plutôt que de faire ça sur plusieurs mois, parce qu'après, des fois, c'est difficile à remettre en route. L'inertie n'est pas toujours très simple. D'accord. Alors, il reste encore 2 questions. On va essayer quand même de garder un petit peu le timing, mais donc on va quand même finir les questions. Est-ce que les gens étaient conscients du ou des besoins de celui-ci? À la genèse du projet, pardon, j'ai mal lu. À la genèse du projet, est-ce que les gens étaient conscients du ou des besoins de celui-ci? Je n'ai pas bien compris. Aux besoins de celui-ci? Alors, peut-être que la personne qui a posé la question peut clarifier. Oui, pardon, donc merci. Voilà, je voulais savoir si au début du projet, donc lors de la genèse en fait du projet, est-ce que il y avait une demande des gens et donc le projet est né suite à la demande des gens, ou est-ce que ce sont des personnes conscientes de ce qu'il fallait faire, suite à cela est né le projet. Donc voilà. Oui. Je veux dire, est-ce qu'il y avait un engouement collectif dès le départ ou est-ce que Non, oui, alors oui, non, merci pour la question. Oui, oui. Alors, non, l'engouement, il était chez nous. Je dirais, on était à plusieurs personnes des baptistes ménonites protestants catholiques. On était une dizaine de personnes et je dirais, le projet a pris forme ici et on s'était posé la question, mais est-ce qu'on va aller vers la municipalité? Oui, non, on l'a fait.
parce qu'il y avait la question aussi, donc, dès lors qu'on dit, voilà, ce sont les associations ou les églises chrétiennes, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux musulmans? Enfin bref, il y avait plein de questions, mais bien sûr. disons, le projet était porté par nous au départ, et l'engouement, il était chez nous, mais on s'est très vite rendu compte qu'en fait, parce qu'on a fait plusieurs fois des distributions de flyers sur le marché, qui est un grand marché à Ilkirch, on s'est très vite rendu compte que beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup, j'insiste là-dessus, étaient surpris, mais positivement surpris en disant « Ah, enfin, dans les milieux chrétiens, il y a quelque chose qui bouge aussi Ah oui, par voilà. rapport à l'écologie. » Alors, on a bien évidemment tout de suite embrayé aussi sur cette notion de, on ne va pas faire de l'écologie pour faire de l'écologie, mais on va faire de l'écologie par rapport à la vision de la parole de Dieu. Et ça a aussi beaucoup intéressé les gens. Je dois le Ok. dire, et c'est ce qui nous porte aussi pour continuer. Oui, tout à fait, je comprends. Ok, merci beaucoup. Ensuite, Valérie demande, avez-vous toujours des contacts avec les personnes qui ont assisté à ces opérations? Oui. Alors, oui. Alors, évidemment, notre paroisse, on n'a pas, elle n'a pas grandi de 50 ou de 100% suite à tout ça, mais dans les différentes activités, que ce soit maintenant pour les études bibliques qu'on a mis en place, spécifiques, orientées vers les problèmes de l'écologie, dans la petite équipe jardin et partage, et surtout avec Arocha, là aussi, il y a tout un engouement, je dois le dire, qui est en train de se mettre en place, et des gens qui viennent justement pour continuer à vivre ces moments de partage. Et donc, oui, je pense que c'est un vecteur assez fantastique, je trouve. Et bon, à nous de ne pas nous essouffler. Et enfin, il reste 2 questions concernant la municipalité. Est-ce que la mairie a relayé votre com et as-tu des astuces avec la municipalité pour éviter les questions de laïcité? Ah, alors oui, alors la mairie, alors sur Ilkirch, nous avons un journal qui paraît tous les mois, qui s'appelle Info Graf, toujours Grafenstaden. Ils nous ont fait vraiment de superbes articles déjà la première année. Tous les mois, ils ont relayé les conférences ou la conférence qui va avoir lieu. Et cette année, ils ont fait tout un numéro aussi sur 2 pages dans le numéro du mois de septembre plutôt, pour la fin septembre. Et la question de la laïcité, non, n'a pas été posée, et elle ne s'est pas posée, du moins jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on s'affiche comme étant issus de communautés chrétiennes, et qu'on partage la foi, et ça n'a pas posé de problème, non. Bah, merci beaucoup, Pierre. Je vous en Je vais prie. maintenant inviter Margaret Kemp, qui est membre de l'association Encore près de Montpellier, à partager son expérience. Bonjour, alors je m'appelle Margaret, je suis la femme de Richard pour ceux qui le connaissent, et je connais Sarah assez bien aussi. Donc, nous sommes dans un village qui s'appelle Mudaison, et je vais vous parler un petit peu de notre expérience dans une association qui est dans notre village, avec une association qui s'appelle Encore. Alors, Encore, c'est une association qui n'est pas très vieille. Nous ne faisons pas partie des gens qui étaient à l'origine de cette association, mais ça fait 2-3 ans qu'on fait partie de cette association. Et je veux mettre ça un petit peu dans le contexte de où nous sommes. Donc, je vais... Ah non, je ne peux pas faire ça. Attendez. Je sais le faire. Voilà, je vais arrêter le partage là, parce que je veux partager autre chose. En fait, je veux montrer où nous sommes. Donc, nous sommes près de Montpellier. Richard, il a marqué, il est à Montpellier. Moi, je vais parler d'un village qui est ici. Et pour ceux qui voient où nous sommes sur une partie du monde avec cet étang de l'eau qui est auprès de nous, pas très loin de tout.
et que c'est Natura 2000, donc un site Natura 2000, et tout notre village est très affecté par les règles de Natura 2000 pour cet environnement. Alors, Natura 2000, truc c'est important parce que nous avons beaucoup de flamants roses qui passent l'hiver dans les temps de l'or. Et effectivement, nous sommes sur le passage migratoire de beaucoup d'oiseaux sur les étangs qui se fait en juin, en printemps et en automne. Et donc, question écologie, c'est quelque chose que nous trouvons très intéressant et très important. Donc, je vais remettre ça en plein écran. Hop, je vais bouger ça là. Donc, dans Mudaison, c'est un village qui est très affecté par la question de nature, mais aussi on n'est pas loin de Montpellier, et un village qui était très agricole et maintenant agricole, mais avec beaucoup de personnes qui ont déménagé dans les dernières années pour faire plutôt un village dortoir autour de Montpellier. Donc, et encore, ça veut dire environnement, nature, convivialité en Pays de l'Or. Donc, le Pays de l'Or, c'est autour de l'étang et c'est notre collectivité, notre communauté. Donc, dans cette association, on peut faire plein de choses différentes et on a des différents projets. Chaque fois, le projet a un chef de projet et il doit gérer son projet sous le couverture de notre association. Donc, on a différentes choses qui se font dans l'association et chacun peut participer dans les projets qui l'intéressent et pas dans les autres. Donc, dans les années précédentes, nous avons fait plusieurs choses. Alors moi, je suis arrivée plutôt dans l'association avec la question du fresque du climat. Parce que j'avais entendu parler de ça, ils ont mis ça dans le village et donc je me suis intéressée à ça il y a quelques années maintenant avec la fresque du climat. Après, je suis devenue fresqueuse et maintenant j'ai fait la fresque dans le village et ailleurs. Autre projet qu'on avait, c'était de prendre une maison du village qui était complètement inhabitable pour le mettre en forme pour... est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Richard dit que vous ne voyez pas mon PowerPoint. Non, on est encore sur la carte. OK, on va arrêter le partage. Ça ne marche pas comme chez moi. On va mettre le PowerPoint. Merci, Richard. Donc, on va... C'est bon, on voit le PowerPoint. On voit le PowerPoint. Mais on ne le voit pas en plein écran encore. Voilà. Donc, nous avons fait la restauration d'une maison. On a fait l'installation avec les cours de l'anglais pour l'association. Ça, c'est plutôt fini maintenant. Ils sont bien installés, ils font partie du village. On a fait une sensibilisation aux villageois avec le problème du climat. Et un des projets qui est toujours en cours et qui n'avance pas très vite parce qu'on a une maire dans un autre village qui met les freins, c'est le projet d'une piste cyclable jusqu'à la gare qui est à côté. Mais le projet dont je veux vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Mudaison Vivant. Et c'est un projet qu'on a commencé cette année avec l'idée de travailler sur la biodiversité et la végétalisation du village. Donc, on a fait une conférence au mois de juin quand on a invité Francis Hall pour venir parler de la biodiversité. On avait Timothée Schwartz, qui fait partie de l'association avec nous et qui travaille pour Arocha, qui a parlé aussi dans cette conférence. Il y avait une centaine de personnes qui sont venues pour parler de comment est-ce qu'on peut protéger la biodiversité dans le village. Et donc, si je vous montre une petite image ici, en bleu, vous avez le village avec les habitations qui étaient présents en 1962. C'était un village vraiment agricole. Et depuis, on a grandi dans tous les sens. En fait, c'est un petit peu ancien parce que toute cette partie-là
est maintenant couvert de maisons aussi. Et donc, c'est un village qui a grandi extrêmement rapidement et ça fait que beaucoup de la bonne terre agricole a été transformée en maisons, en jardins et en routes. Et une des images qu'on a montrées, c'est ce qui se passe avec la biodiversité quand on passe d'une maison avec un jardin très rangé, comme on a dans l'image en bas ici. Quand on a un jardin qui est plutôt avec plus de fleurs, avec plus de variétés, on a beaucoup plus d'animaux qui viennent d'insectes en biodiversité. Et puis, on a quelque chose où on a plein de plantes dans l'herbe, on a des différentes plantes, on plante des haies, les arbres et des choses comme ça. Et ça encourage vraiment la biodiversité. Donc, on a deux parties à cet projet Village Vivant. Le premier, c'est un projet de nichoirs. Alors, on a commencé ça avec les membres d'associations pour construire à la fois les nichoirs pour oiseaux que vous voyez dans l'image ici. On a les tailles différentes pour les trous pour attirer des différents oiseaux. Donc, on a un avec un petit, c'est pour les mésanges. Un peu plus grand, c'est pour les oiseaux comme les poupous. Ouais, voilà, Richard va le dire. Vous voyez ici, ce sont les nichoirs pour les chauves-souris. Parce que les chauves-souris avec les maisons modernes qui sont tellement bien finies, bien terminées, il y a très peu de place pour eux, pour nicher, pour dormir en hiver, pour les porter de bébés. Et donc, on a fait différentes choses. Et finalement, avec une palette, on a construit des maisons à insectes. Alors, je peux vous dire que suite à cet atelier, il y avait un de ces nichoirs qui est resté sur la table dans le jardin qui appartient à quelqu'un de l'association. Et quand quelqu'un est venu le chercher plus tard, ils ont ouvert le partie en haut et il y avait déjà les mésanges qui avaient niché dedans. On a pris cette maison pour les insectes, l'hôtel aux insectes pour la fête des associations dans les villages en septembre. Et il y avait plein de trous dans cette petite hôtel insectes qui était déjà rempli avec par les abeilles pour les œufs pour l'année prochaine. Donc, franchement, déjà, les petites choses, elles sont fait trop d'efforts. On voit que les animaux, les insectes, ils appréciaient ça. Donc, ça, c'était le parti Mudaison, Village Vivant. Donc, par la suite, alors on est en plein dedans. On a une deuxième partie de notre projet et c'est une participation à l'école primaire pour sensibiliser les enfants et les familles. L'idée, c'est de ne pas prendre que les personnes qui s'intéressent déjà, mais d'aller chercher les enfants et pour que les familles soient dans le projet entièrement. Donc, nous avons la chance d'avoir une ancienne institutrice qui fait partie de l'association. Donc, c'est elle qui a fait le lien avec l'école primaire. Et je pense en janvier, décembre, janvier, je ne sais plus quand exactement, ils vont aller pour quelques présentations avec Timothée encore dans l'école primaire pour parler des oiseaux, pour parler des nichoirs, pour parler des choses qu'on peut faire pour attirer les oiseaux pour revenir dans le jardin. Donc, c'était un bon moment. Il y avait des parents qui étaient vraiment intéressés. Alors, il y avait les enfants de l'école primaire qui étaient très contents de voir un projet intéressant qui vient. Ils avaient les amis de Timothée, dont les enfants vont de l'école chrétienne, et qui était là en disant, mais est-ce que vous pouvez venir à notre école aussi pour faire le même projet, pour qu'on participe pleinement avec ça. Et donc, au mois de janvier, nous avons réservé une grande salle du village où on va faire la fête des oiseaux. Alors, ce serait des conseils, ce serait un atelier pour la fabrication des nichoirs avec les morceaux de
de bois qui sont soit les chutes de bois, soit de bois non traité qu'on va acheter. On va construire aussi, pour ceux qui veulent, une nichoir pour les chauves-souris ou pour les insectes. Et on va avoir les conseils comment attirer la biodiversité dans les jardins et dans le village. Donc, déjà, les gens sont en train de dire, mais ce serait bien de mettre les nichoirs à côté. Il y a un coin avec les jeux d'enfants. On pourrait mettre les nichoirs là-bas pour que les enfants les voient. Plein de personnes qui sont en train de proposer les endroits pour poser nos nichoirs. Donc, ça a l'air bien parti, mais c'est en janvier que ça va se faire. Le deuxième volet pour notre village, alors ça, c'est pas le lotissement le plus récent que vous voyez en bas là, c'est celui qui a été construit dans les années 2000. Et au plein milieu, on a un grand bassin de rétention pour les eaux quand il y a les inondations, parce qu'on est bien dans le coin où on a les épisodes 7-0. Et cet bassin de rétention, j'ai pris cette photo sur Google Maps. Alors, c'est un peu plus végétalisé maintenant, mais on n'a rien planté dedans. Et dans ce lotissement, on voit, si on regarde bien, il n'y a aucun arbre qui a été vraiment installé sur les routes. On a les murs, on a les plantes qui sont dans les jardins. Mais au niveau de la collectivité, c'est très, très béton. Et donc, le projet de l'association, pour ne pas essayer de faire trop grand, c'est de revégétaliser ce bassin de rétention. Donc, prendre les plantes d'essence méditerranéenne et pour les planter ici, juste pour encourager le retour d'une vie naturelle, une biodiversité. Si on a les plantes, on va attirer des insectes. Quand on attire les insectes, on va avoir les petits animaux qui vont s'installer aussi. On va avoir les oiseaux qui vont revenir. Et ça va faire un coin biodiversité en plein milieu d'un lotissement qui est vraiment très dépourvu de choses naturelles. Il faut dire que le lotissement qu'ils ont construit depuis, ils ont prévu les haies devant chaque maison et j'ai pas pris de photos, mais c'est vraiment très bien fait parce que les bassins de rétention là-bas sont tellement pleins de plantes qu'ils ont les moutons en transhumance qui passent tous les ans pour faire un peu de nettoyage au niveau des plantes qui sont là. Mais pour celui-là, il est un peu triste, il est très vide et donc notre projet, c'est de ramener la vie naturelle avec ça. C'est un projet qui est dans la suite des nichoirs. Et on est sur les pistes pour essayer de voir comment on va pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est notre projet avec notre association. Franchement, c'est quelque chose qui c'est à la fois très agréable parce que on est dans le village. Le village, il fait, je pense, 2500 personnes actuellement. Et c'est très bien parce qu'on travaille en commun avec des autres personnes qu'on ne connaissait pas très bien et ça fait des liens dans le village qui sont chouettes. Et puis, on fait partie de notre communauté de façon beaucoup plus active. Et le fait que ça attire tous les amis chrétiens, il y a quelques familles chrétiennes qui sont dans le village, mais ça attire les familles chrétiennes avec l'association, avec Aronchat et avec Timothée. Donc, ça fait un nombre de chrétiens qui vient avec nous qui est assez intéressant. Donc, voilà, ça c'est notre projet avec Encore. Dicky qui demande d'où vient encore l'intérêt pour la construction des nichoirs. Je pense que l'intérêt, on a fait pas mal de publicité sur le besoin de la biodiversité. Pour les gens qui étaient dans le village avant la construction des lotissements, on a vu le nombre d'oiseaux dans les jardins qui est dégringolé. Nous, j'avais les oiseaux dans mon jardin qui venaient
manger au mangeoire et je remplissais presque tous les jours. Et maintenant, je remplis, ça prend un mois presque pour qu'il le vide. Donc, le nombre d'oiseaux a tout simplement baissé de façon très importante et donc ça se sent. Et l'idée d'un projet de nichoir, ça venait de Timothée parce qu'il disait qu'on n'aura pas d'oiseaux si on n'a pas d'endroit pour qu'ils s'installent. Le problème, c'est que toutes les maisons modernes, ils sont hermétiques et ouais, c'est bien parce qu'ils sont bien isolés, mais il n'y a pas un coin où un oiseau puisse se poser ou nicher. Et en Méditerranée, il y a besoin de petits coins où ils peuvent s'installer. Donc, c'est un petit peu de ça est venue cette idée de mettre des nichoirs et des espaces pour les chauves-souris aussi, parce qu'ils ne peuvent plus entrer dans les combles des maisons. Et c'était assez frappant dans le premier planning de ce projet-là. Nous étions 3 chrétiens et 2 personnes de l'association existante. C'était beau de voir 3 personnes d'Aroche s'impliquer tellement dans quelque chose qui était déjà présent. Et ça crée de l'intérêt, ça crée des conversations aussi parfois. Et du coup, une question qui suit, qui demande pourquoi les chauves-souris? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, encore un problème des maisons modernes, c'est qu'il n'y a aucun coin sous les toits pour que les chauves-souris s'installent. Et même si on regarde le nombre la quantité de biodiversité, même si on voit toutes les différentes espèces, encore une fois, le nombre d'animaux sauvages est en train de baisser très, très rapidement. Donc, les chauves-souris sont importantes. Ici, on est très content d'avoir des chauves-souris parce qu'ils mangent les moustiques. Et les moustiques, surtout les moustiques tigres, sont très bien installés chez nous. On est dans un coin qui est au bord des marais. Et on a toujours les chauves-souris maintenant parce qu'ils aiment beaucoup quand il pleut. Et donc, c'est une question de la biodiversité pour avoir l'espace pour tous les différents animaux pour qu'ils puissent s'installer. Je pense qu'on pourrait dire que je pense le fait qu'on est dans une association, on a les portes qui sont ouvertes plus facilement que si on arrivait comme un groupe d'une église pour le faire ici. Mais le fait qu'on soit tous chrétiens, ça ne nous a pas du tout empêché d'être pleinement impliqués. Donc, merci Margaret. Et donc Cathy, désolée, je t'ai coupé tout à l'heure. Mais donc voilà, je t'invite à présenter le groupe local La Roche à Marseille. D'accord, bonsoir tout le monde. Moi c'est Cathy. Et oui, je suis à Marseille. Et merci beaucoup Pierre et Margaret, c'est formidable et c'est inspirant. Merci, c'est vraiment chouette ce que vous avez fait et ce que vous faites. Nous, en tant que groupe, nous existons juste depuis janvier. Et donc, nous n'avons pas vraiment fait de grands projets collectifs. Mais en réfléchissant, ce que je pourrais dire, je dis qu'on a le potentiel de plus de collaboration grâce à certaines relations. Donc, je vais les soulever ce soir, je l'ai noté. Donc, le premier, un potentiel de mieux et plus collaborer, c'est dans un esprit écuménique, en fait, écuménique. Et donc, nous avons lancé notre groupe en janvier. On avait 10 églises différentes représentées et 5 églises catholiques et 5 églises protestantes évangéliques. Et ceci était en fait dû et grâce à un travail d'écuménisme de mon église. En fait, depuis longue date dans notre quartier, dans notre secteur de la ville. Et notre église est dans notre quartier, c'était planté il y a presque 30 ans. Donc, on connaît bien le réseau. Et depuis ces plusieurs années, maintenant, on connaît presque toutes les églises. Et c'est grâce à
cette relation qui dure, plus aussi le ministère de notre chorale qui nous permet de rencontrer pas mal d'églises et de personnes. Donc, c'était juste cette espèce de réseau qui me permettait d'inviter largement nos contacts. Et donc, il y avait 10 églises représentées à la première réunion, et ça, c'était chouette. Aussi, c'était aussi dû, toutes ces personnes étaient dues aussi à mon engagement en Église verte, ce que vous avez mentionné aussi. Et il y avait, je suis ambassadrice Église verte qui me permettait d'avoir toutes les mails de toutes les églises vertes dans ma région, et j'ai invité large pour la première, pour le lancement du groupe local. Et donc, il y avait 3 personnes qui sont venues aussi d'une église catholique qui a un pollen, un autre groupe de jeunes pollen comme Pierre, tu as dit. C'est le seul autre pollen dans le sud-est de la France, et elle est venue parce qu'on voulait se rencontrer, tout ça. Il y avait 3 personnes venues de son église, plus 2 personnes de notre église catholique, juste grâce au fait de l'église verte, parce qu'ils sont église verte. J'ai aussi pu rencontrer, il y avait une rencontre programmée pour notre diocèse, et j'ai rencontré une jeune femme là qui était très intéressée à Rocha, et puis maintenant elle fait partie aussi. Donc, voilà, par le cadre d'Église verte, nous avons organisé 2 week-ends de conférences et activités, et voilà, en invitant encore voilà, toutes ces personnes-là pour participer, et pour faire participer aussi les membres du groupe local à Rocha à ces événements. Récemment, avec Dominique, qui est ambassadeur avec moi ici à Marseille, on a tenu un stand justement au moment où le pape il venait à Marseille, et c'était un bon, on a pu connecter avec d'autres catholiques grâce à ce fait. Récemment, Philippe, je ne sais pas si tu es toujours là, Philippe, mais il avait à Aix-en-Provence, il avait un stand dans le cadre de Laudato Si. Est-ce que tu veux dire 2 mots, Philippe, si tu es là? Voilà, c'était dans le cadre d'un pèlerinage Laudato Si qui a été organisé par une église d'Aix. On a été sollicité chez Arocha. Vous m'entendez là? Bon. Et du coup, on a tenu le stand d'Arocha avec 2 autres ambassadeurs d'Aix, et c'était intéressant de croiser comment dire, les diverses sensibilités d'église autour de la création, et de se rendre compte qu'on a plein de choses en commun, et j'espère que ça va déboucher aussi sur la création, pourquoi pas, d'un groupe local sur Aix-en-Provence. Juste, je vais terminer parce que je sais le temps est court. Ça, c'est juste donc des réseaux de relations avec qui on peut collaborer. Nous, à Marseille, dans le contexte, voilà, chez nous, on a aussi collaboré un peu avec la ville dans leur programme Visa Vert ou Rue Jardin. Et je sais que d'autres villes en France ont des programmes un peu pareils. Peut-être c'était comme ça dont Pierre, tu parlais aussi. Mais on a, si j'ai le temps, je mettrai quelques photos, mais on a pu avoir un petit terrain Visa Vert, ou un peu comme votre Margaret, ce que tu as montré, mais avec la ville, ça nous appartient d'un certain sens, on peut l'embellir et planter des choses et en prendre soin. Et ce qu'on a fait souvent, si je peux, je vais montrer des photos. Sinon, l'autre chose que j'ai faite, c'était le chant en ligne. C'est une collaboration avec d'autres chanteurs ou d'autres gens qui veulent chanter la louange. J'espère pouvoir en faire un autre. Ça fait quelques années, 2 ans, je n'ai pas fait. J'espère en faire bientôt un autre chant en ligne, comme les chœurs en ligne, si vous avez vu, qui sont nés au moment de Covid, le confinement et tout ça. C'est une collaboration artistique. On a aussi un projet futur à collaborer avec Alternativa, parce qu'un de nos ambassadeurs ici à Marseille, son père
est membre de cette association. Ce n'est pas une asso chrétienne, mais on aimerait bien faire un projet ensemble avec une autre asso, même non chrétien, pour œuvrer pour la création et en route, peut-être partager notre amour pour le créateur de la création. Voilà, je ne veux pas vous retenir. Mais c'est juste, on a fait des jardinières, on a construit des jardinières pour le terrain Visavert. Et la première fois, c'était des tuiles. On est dans les quartiers nord de Marseille. Mais on était content que ça a duré 3 semaines. Et la deuxième fois, on a construit avec du béton. Et ça reste toujours. Il y en a 2 avec beaucoup de béton. Ils ont du mal à le faire. Mais c'était un grand succès. On y va souvent pour visiter, pour planter, pour nettoyer. On ramasse beaucoup de déchets. Mais voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de collaboration à faire et c'est encourageant. Merci.